C'est une rencontre qui pourrait arriver bientôt, une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump pour parler, entre autres, de l'Ukraine. Alors, approuvez-vous cette rencontre? C'est le thème de notre question du jour aujourd'hui. Donald Trump a-t-il raison de vouloir rencontrer Vladimir Poutine? Et pour nous éclairer sur ce sujet, je suis avec Renaud Girard. Bonjour Renaud. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, grand reporter, chroniqueur international au Figaro. Le titre de votre dernière chronique, d'ailleurs, paru aujourd'hui dans le journal. Le général de Gaulle avait tellement raison, on en parlera d'ailleurs, parce que ça parle de ça aussi. Renaud, déjà, une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine pourrait arriver bientôt, dans quelques semaines, quelques jours. On a du mal à voir le calendrier. Alors, Trump, pour répondre à la question du jour, a raison de rencontrer Poutine, selon moi. Il a raison surtout de vouloir arrêter ce bain de sang, ce massacre entre cousins germains ou entre frères, on peut dire même plutôt frères que cousins germains, frères ukrainiens et russes. Alors évidemment, après, c'est qu'est-ce qu'il y aura dans la négociation ? On ne peut pas tout accorder à la Russie. On peut lui accorder des garanties de sécurité. C'est légitime que Poutine en demande pour son pays. On peut lui écouter ses demandes, notamment sur l'OTAN, notamment peut-être même sur la réduction des armements stratégiques des deux côtés. Mais on ne peut pas céder tout à la Russie dans la mesure où c'est elle-même qui avait décidé de l'indépendance de l'Ukraine en 1991, où elle avait donné des garanties d'intégrité territoriale à l'Ukraine en 1994, et donc où elle avait d'ailleurs une ambassade en Ukraine, la Russie, et donc comme on dit en latin, pacta sunt servanda, il faut respecter les traités internationaux, et donc on ne peut pas évidemment tout céder à la Russie. Mais vouloir, par une action forte, arrêter la guerre, Trump a raison. Et je pense aussi qu'il a raison quand il dit que s'il avait été au pouvoir, il n'y aurait pas eu la guerre, parce qu'effectivement, on n'a pas su, lorsqu'il y a eu des appels très clairs, très pressants, à la fin de 2021 de la part de la Russie, on n'a pas su avoir une négociation au plus haut niveau entre les États-Unis, qui est évidemment des soutiens de l'Ukraine, et la Russie, pour éviter que Poutine passe à l'acte. Il aurait sans doute suffi d'ailleurs de dire à Poutine à ce moment-là que l'Ukraine ne rentrerait jamais dans l'OTAN, ce qui aurait été de toute façon le cas, même avec Biden, puisqu'en fait, il n'en voulait pas non plus. Biden n'en voulait pas non plus dans l'OTAN. Donc, il aurait suffi de dire ça et on aurait sans doute évité la guerre et tous ces morts. Donc, oui, Trump a raison de faire bouger le cocotier. Oui, alors la question c'est maintenant de savoir à quelles conditions, parce que de ce qu'on entend, on a quand même l'impression que les conditions seront assez favorables à Vladimir Poutine, non ? Alors, tout le monde reproche à Trump d'avoir tout cédé à l'avance. Bon, c'est effectivement une méthode originale de négociation. On va voir. Il faut voir le résultat. Dans la politique, il n'y a que le résultat qui compte. Parce que les grands discours, finalement, on en est plein en Occident de grands discours. Il faut voir les résultats. C'est même la même chose en France, dans la politique nationale. Qu'est-ce qu'on demande à nos hommes politiques, à nos dirigeants ? On demande des résultats. Des discours, on en a eu plein. Maintenant, on demande des résultats. On verra. Trump, lors de son premier mandat, il a échoué sur un grand sujet international et il a réussi sur un autre. Il a échoué sur la Corée du Nord, Corée du Sud. Il a réussi sur les accords d'Abraham, qui sont une grande avancée stratégique au Moyen-Orient, avec ces accords diplomatiques entre les Émirats, le Maroc, le Soudan, Bahreïn, etc., et Israël. Donc il a fait beaucoup, Trump, pour l'intégration d'Israël dans son environnement arabe international. Dans le Moyen-Orient. Alors, on verra. Alors, ça, ce sont des images de 2018. Ils se sont déjà rencontrés, Donald Trump et Vladimir Poutine. C'était à Helsinki en 2018. Là, on est sur une rencontre qui pourrait arriver finalement assez rapidement. Oui, sur une rencontre qui pourrait... Alors là, il y a le travail préparatoire qui se fait en ce moment même en Arabie saoudite. Je pense que Poutine a fait des concessions, puisqu'il a dit qu'il était prêt
a rencontré en tête-à-tête le président Zelensky si c'était nécessaire. Poutine avait été furieux parce que lors de la rencontre organisée par Macron entre Poutine et Zelensky en 2019 à Paris, au dernier moment, en fait, Zelensky n'avait pas respecté le protocole de discussion parce qu'il y avait eu des manifestations de nationalistes à Kiev qui étaient effectivement contre l'application par l'Ukraine des accords de Minsk. Parce qu'il faut quand même dire la vérité, c'est l'Ukraine qui n'a pas appliqué les accords de Minsk négociés par Merkel et Hollande en 2015. Ils prévoyaient l'entrée dans la constitution ukrainienne d'une autonomie, notamment culturelle, pour le Donbass, mais qui serait resté à l'intérieur de l'Ukraine. Et ça, effectivement, les Ukrainiens n'ont jamais franchi cette étape qui était pourtant dans les accords de Minsk. Donc, aujourd'hui, on va voir quelles sont les oui, mais les conséquences. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit mal aujourd'hui. Il y avait la question de la récupération territoriale des territoires de l'Ukraine. Est-ce que ça, par exemple, il faut complètement l'exclure avec le rapport d'abord, actuel? Ce qui est certain, c'est qu'on n'aura pas forcément une reconnaissance par l'Ukraine, parce qu'ils demanderont quelque chose en échange, du fait que la Crimée ou que le Donbass deviennent russes. Ça, c'est sûr. Il peut y avoir un cessez-le-feu. Ensuite, un cessez-le-feu avec des garanties, des patrouilles internationales pour être sûr que ce cessez-le-feu soit respecté de part et d'autre. Alors, est-ce qu'effectivement on pourra aller à une paix tout de suite? On peut avoir des doutes. Mais regardez, nous, Français, nous n'avons jamais reconnu l'annexion par l'Union soviétique après la Deuxième Guerre mondiale des pays baltes. Et donc, aucun ambassadeur de France n'est jamais allé dans les pays baltes entre 1945 et 1991. Ça ne nous a pas empêché d'avoir des relations commerciales normales avec l'URSS et des relations aussi politiques, même assez poussées, jusqu'à, évidemment, le coup de Prague en 1968. Mais, donc, on verra. Ce qui est important, et je crois que Trump a insisté là-dessus, c'est qu'on arrête le massacre. Et je pense qu'il y a une lassitude, évidemment, du côté ukrainien. Vous savez qu'il y a eu 51 000 désertions en 2024. Mais aussi du côté russe. Il n'y a pas du tout d'enthousiasme en Russie pour aller tuer les frères ukrainiens. Aucun. Oui, on comprend bien. Vous avez parlé d'une possible force d'interposition. C'est la question qu'on se pose. Ça pose la question de la défense européenne. L'Europe a changé radicalement en une semaine avec tout ce qui vient de se passer aujourd'hui. Alors, il n'y a bien sûr pas de défense européenne. Il y a une OTAN. Il n'y a pas d'armée européenne. On ne voit pas qui commanderait une armée. Si vous avez une armée, il faut qu'il y ait un seul chef. En 1918, nous avons gagné la guerre parce qu'il y avait un seul chef qui s'appelait Foch, voilà, qui commandait les armées françaises, mais aussi les armées anglaises et américaines. Il faut un chef. Là, on en est loin, mais on a une organisation militaire et politique qui s'appelle l'OTAN. Les Américains, très clairement, nous ont dit maintenant, ça à vous d'assurer la défense de l'Europe, parce que nous allons concentrer nos efforts sur l'Indo-Pacifique, ça c'est très clair, ça a été dit par le secrétaire à la Défense dans une réunion à l'OTAN, le secrétaire à la Défense américain, donc les choses sont parfaitement claires. Alors comment organiser ça? Il est certain qu'aujourd'hui, les Anglais ont proposé des manœuvres de l'OTAN, mais où il y aurait les Grecs et les Turcs également dans les contingents, une manœuvre de 10 000 hommes. Mais ce n'est pas sérieux, parce que les Grecs et les Turcs ne se sentent absolument pas menacés par les Russes. Il faudrait effectivement des patrouilles, déjà, des gens qui se sentent menacés par les Russes. Alors, les Pays-Bas, alors les Anglais se proposent d'en être le commandement, pourquoi pas, les Anglais, mais il faudrait des Baltes, il faudrait des Polonais, qui sont les principaux, qui, pour des raisons historiques ou géographiques, se sentent menacés par les Russes. Les Français, en fait, la réalité, c'est qu'ils ne se sentent pas menacés par les Russes.
ils ont de la réprobation pour ce que Poutine a fait d'attaquer un pays indépendant en 2022. Mais ils ne se sentent pas menacés, ne craignent pas les Russes. La seule chose dont les Français se souviennent, c'est qu'en septembre 1914, c'est une offensive russe contre les Allemands qui a sauvé Paris, puisque les Allemands ont dû, pendant la bataille de la Marne, retirer des divisions pour les envoyer sur le front de l'Est. Ce dont ils se souviennent, les Français, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'armée rouge qui a annihilé plus de 85% des divisions hitlériennes, et qui a eu un bataillon aérien Normandie-Niemen entre les Français et les Russes côte à côte. Ça, ce sont des choses dont les Français se souviennent. Mais évidemment, si vous êtes polonais, on se souvient du massacre de Katyn, on se souvient de l'accord dans le dos des Polonais avec Hitler. Les Baltes, on se souvient qu'ils ont été avalés et ensuite maltraités par les Soviétiques en 1945. Et donc, évidemment, ça change les choses. Et sur cet embryon, si vous voulez, au sein de l'OTAN, d'une patrouille sur les lignes de cessez-le-feu, on pourrait avoir un appui, notamment par exemple aérien, un appui de la France ou d'autres grands pays européens. Mais ça sera, rien que ça sera difficile à négocier, puisque le chancelier allemand, hier, nous a répété qu'il n'enverrait pas de soldats allemands. Donc on oublie l'Allemagne dans la défense commune de l'Europe. Alors j'ai une question par rapport aux négociations, justement, dans les commentaires. On nous parle, est-ce que demain, à l'issue de ces négociations, on pourrait imaginer que toutes les sanctions, en fait, envers la Russie soient levées grâce à ces négociations? Alors c'est certain que ce que va négocier... on a dit que Trump avait tout donné. Non, il n'a pas tout donné, parce qu'il garde l'arme des sanctions, bien sûr. Voilà. Et donc, il va, j'imagine, négocier, sans les Européens, c'est pour le moment les sanctions américaines, mais on imagine que s'il n'y a plus de sanctions américaines, les Européens... ils vont suivre. Ils vont suivre. Parce qu'aujourd'hui, quand même, Ursula von der Leyen, elle s'est toujours montrée soumise aux États-Unis. Et donc, ça sera effectivement, j'imagine que la discussion, ça sera, il faut donner ça, et on va retirer telle sanction, et ça va peut-être être progressif. Et évidemment, ce que souhaite Poutine, c'est d'abord, il l'a dit, c'est un accord un peu solide. Alors la paix, je suis pas sûr que effectivement les Ukrainiens seront prêts à faire la paix si on ne leur rend pas leur territoire. Mais il peut y avoir un accord de cessez-le-feu, si vous voulez, comme il y a un accord de cessez-le-feu depuis 1953 entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui a permis d'ailleurs à la Corée du Sud de se développer considérablement. Et la deuxième chose que souhaite Poutine, c'est évidemment, c'est l'intérêt de son pays de pouvoir recommencer le commerce. Mais il s'apercevra à ce moment-là qu'il a en fait beaucoup perdu, parce qu'il avait une position commerciale bien plus avantageuse avant la guerre qu'aujourd'hui, lui, Poutine. Il a beaucoup perdu, en fait, Poutine. Est-ce que Donald Trump fait aussi ça, s'il enlève les sanctions économiques à la Russie, c'est pour finalement rapprocher la Russie de lui et l'écarter de la Chine? Alors moi, je pense qu'effectivement, je n'en ai pas la preuve, mais c'est une de mes grandes théories, je pense, et c'est pas la première fois que je le dis, que, en fait, le rêve de Trump s'est dit, si contre moi j'ai la Chine avec sa puissance manufacturière et les ressources indéfinies de la Russie, je ne peux pas gagner dans le match. Et donc, en fait, je pense que le rêve de Trump, c'est un renversement d'alliance. C'est de réussir à prendre les Russes avec lui, et avoir effectivement, et si vous avez l'Amérique et l'Eurasie qui sont ensemble, les Chinois ne peuvent pas gagner. D'autant plus que les Américains garderont toujours l'alliance avec l'Inde, puisque, comme vous le savez, Trump et Modi sont des amis personnels. Oui, donc on s'imagine en tout cas que ça se serait à voir dans le futur, mais c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle Donald Trump fait ces négociations. Tout à fait. Il est tout à fait certain que Trump ne s'attache pas aux détails de l'affaire. Il dit, voilà, c'est une querelle entre les Russes et les Ukrainiens. Ils sont tous les deux russophones, ils sont la même religion, ils sont orthodoxes. Ils ont vécu 350 ans ensemble. Il y a une grosse dispute. C'est une guerre de sécession. Il veut l'arrêter, mais il veut dépasser le sujet. Il veut aller plus loin. D'ailleurs, il l'a dit.
il s'adresse directement aux trois empires, c'est-à-dire à son propre empire, l'empire américain, mais l'empire russe et l'empire chinois. Il dit il faut que nous divisions par deux nos arsenaux nucléaires, donc il parle directement, et effectivement, il n'a pas, si vous voulez, une politique droit de l'homiste ou une politique il faut rétablir le droit, etc. Bon, le droit, dont les Américains se sont passés assez souvent dans leur histoire aussi. Il a une vision, je dirais, plus planétaire. Et donc, régler le conflit russo-ukrainien est pour lui, à mon avis, qu'une étape. Ensuite, je pense que son rêve ultime, c'est le renversement d'alliance. Très bien. Alors, j'avais une question aussi qu'on nous pose. On parle de cessez-le-feu. Il y a des pays qui s'inquiètent en disant un cessez-le-feu, ça va juste permettre à Vladimir Poutine de regagner des forces et de réattaquer plus tard. Est-ce que ça vous y croyez ? On peut dire la même chose pour les Ukrainiens qui n'ont pas réussi à vraiment former leur jeunesse, à la mobiliser. Il y a 600 000 Ukrainiens qui sont aujourd'hui, jeunes Ukrainiens qui sont en Pologne et qui ne veulent pas aller se battre. Peut-être qu'on peut les faire revenir, peut-être effectivement, ça donnera peut-être du temps à la Russie, mais ça va donner du temps aussi à l'Ukraine de se reconstruire, à l'aide notamment des fonds européens. Donc je pense que ça permettra aux deux pays de souffler, mais aussi peut-être aussi de considérer que la vie dans la paix est plus sympathique que la vie dans la guerre. Vous savez, la guerre en Ukraine, elle est faite par des pères de famille, puisque les jeunes, en fait, n'étaient pas mobilisés, ou aujourd'hui ils désertent, ou aujourd'hui ils fuient. Et donc, ce sont des pères de famille qui tiennent le front. C'est quand même très dur pour eux. Je pense qu'ils seraient très contents si, et l'Ukraine a d'une certaine manière gagné, parce qu'il a gardé sa liberté, sa souveraineté. Kiev n'est pas tombé, Odessa n'est pas tombé, Kharkov n'est pas tombé. Voilà, l'Ukraine telle qu'on le connaît existe toujours quand même, il faut le souligner. Il a toujours l'accès à la mer Noire. Et il a même battu les Russes en mer Noire, puisqu'il il contrôle, oui, ce sont la marine ukrainienne avec ses drones, les forces ukrainiennes qui contrôlent tout l'ouest de la mer Noire. Et je pense que ces combattants héroïques qui ont tenu pendant 3 ans, eh bien, ils veulent voir grandir leurs enfants et ils veulent être avec leur épouse. Ils veulent pas mourir. Beaucoup sont morts. Et je pense que l'Ukraine veut vivre dans la paix. Elle a beaucoup d'atouts, l'Ukraine. Elle a bien sûr non seulement les terres très fertiles, mais elle a aussi toute une population qui est très bonne dans la fabrication de logiciels, et où avec des liens avec l'Occident et même avec l'Amérique très forts. Et donc, évidemment, c'est ça l'avenir de l'Ukraine. Et c'est pas l'avenir de l'Ukraine de continuer éternellement une guerre contre la Russie, on le sait bien, parce que la Russie est tellement immense, une guerre qui est ingagnable, bien sûr. Alors, la réponse à la question du jour, regardez, les internautes sont d'accord avec vous, Renaud. 70% d'entre eux donnent raison à Donald Trump de vouloir rencontrer Vladimir Poutine. 70%. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité, cher Vincent. Je rappelle le titre de votre dernière chronique, Le général de Gaulle avait tellement raison, à retrouver sur le site du Figaro. Merci à vous, en tout cas, d'être avec nous. Merci à vous, internautes, de nous avoir suivis. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne. Bonne journée sur le Figaro.